le permis de tuer doit s'appliquer uniquement lorsque notre survie en dépend. Nombreux sont celles et ceux qui se demandent pourquoi ai-je choisi la voie du végétarisme, alors même que j'apprécie particulièrement les prédateurs qui, quant à eux, se nourrissent de chair animale. De plus, étant engagé dans mon programme La cohabitation animale, qui consiste à vivre avec des animaux, y compris certains qui ne sont pas herbivores, cette décision peut surprendre. Afin de clarifier la situation, il me semble important d'expliquer les raisons qui m'ont poussé à adopter un tel régime. Pour commencer, il y a l'intérêt de la santé. En effet, une alimentation végétarienne est préférable pour le corps humain. Il est vrai que l'espèce humaine est omnivore. Encore une fois, cela signifie que nous pouvons digérer autant les animaux que les végétaux. Pouvoir ne signifie pas pour autant devoir. Ensuite, il y a l'éthique animale qui rentre en ligne de compte. Même si ma principale motivation ne concerne pas la considération que je pourrais éprouver pour un lapin ou un bovin, je dois vous avouer que les conditions actuelles de leur maintien en captivité ne sont pas des plus enviables. Je ne pense pas non plus qu'il faille abolir ce type d'élevage, puisque cela reviendrait à faire une croix sur l'élevage des animaux qui vivent au sein de nos foyers et qui, pour le coup, ont besoin de viande pour vivre. Autrement dit, une restructuration du modèle d'élevage serait à prévoir. Et enfin, il y a la dimension environnementale. Trop consommer de viande pollue énormément. Il ne s'agit pas non plus de ne pas polluer, mais de moins polluer. C'est la raison pour laquelle il est important d'agir sur la démographie ainsi que sur notre consommation. Comme j'aime le rappeler, toute idéologie poussée à l'extrême n'est ni tenable ni enviable. Il s'agirait, pour le bien de tous, d'accorder de la nuance à nos jugements. Dans le monde, dans la vie, rien n'est totalement noir ou blanc. Il n'y a pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Arrêtons avec ce dualisme, cette vision dichotomique des événements. D'ailleurs, certains militants extrémistes de la cause animale partent du principe que le maintien d'espèces en captivité est synonyme d'exploitation animale, donc de maltraitance animale. Bon, déjà, ce sont deux termes totalement différents. Les mots ont un sens et il est important de savoir les employer à bon escient. Le bien-être animal et l'éthique animale sont liés, mais il y a des nuances. Le problème avec ce genre d'individus, c'est qu'ils voient de l'exploitation animale un peu partout. Encore une fois, ils ne prennent pas assez de recul et adoptent une vision binaire, ce qui est fatigant. Pour ma part, ce n'est pas du tout comme ça que je perçois les choses. Au contraire, je pense qu'il s'agit d'un échange de bons compromis. Un échange de bons compromis. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que nous allons répondre aux besoins d'une espèce tout en profitant de ses compétences, du moins de ce qu'elle va nous apporter. Prenons l'exemple du chat. Que nous raconte l'histoire ? Eh bien, l'histoire nous dit que le chat a été domestiqué il y a environ 9000 ans au Proche-Orient. Les premiers chats sauvages se sont rapprochés des humains, attirés par les rongeurs présents autour des stocks de céréales. En échange de leur talent de chasse, ils ont trouvé protection et nourriture, ce qui a conduit à une relation mutuellement bénéfique et à la domestication progressive de ce dernier. Autrement dit, les conditions de vie
de ces cultivateurs ainsi que celle de ces chats ont nettement été améliorées depuis leur collaboration. C'est du win-win, un échange de bons compromis. Nous pouvons aussi prendre l'exemple des poules. À titre informatif, j'ai construit il y a quelques années un enclos au fond de mon jardin qui abrite aujourd'hui des poules. Et je n'ai pas l'impression de les exploiter. Je leur offre protection, confort et nourriture, et en échange, je consomme leurs œufs. Autrement dit, une bonne source de protéines. Alors, certains pourraient me demander pourquoi se donner autant de mal plutôt que d'aller acheter des œufs en supermarché. Eh bien, je leur réponds tout simplement parce que les conditions d'élevage actuelles ne sont pas des plus enviables, notamment en ce qui concerne l'élevage en batterie. Qui plus est, les élevages en plein air sont mieux, mais pas idéal pour autant. En effet, la plupart du temps, ces poules évoluent dans un champ vierge. Autrement dit, il n'y a que de l'herbe. Les poules d'aujourd'hui ont certes été domestiquées, mais l'espèce mère, l'espèce naturelle, la cellule souche, vit dans un milieu forestier, à l'abri des prédateurs, parce que oui, les prédateurs viennent aussi des airs. Donc, on est plus souvent camouflé dans une forêt qu'en terrain nu. C'est la raison pour laquelle j'ai construit un enclos de 75 mètres carrés, entièrement clôturé et arboré, soit à l'abri des prédateurs et à l'abri du stress, avec un environnement stimulant et tout ce qu'il faut. Alors, certains me diront, oui, mais en captivité, les animaux sont enfermés, donc c'est de la maltraitance. Faux. Totalement faux. Il est vrai que dans le cadre de la captivité, on enferme les animaux. Mais attention à ne pas toujours raisonner de manière anthropomorphique. Alors, qu'est-ce que l'anthropomorphisme? Du grec ancien anthropos, qui signifie homme ou l'être humain, et morphé, qui signifie forme, apparence. L'anthropomorphisme est donc la tendance à attribuer des caractéristiques humaines, émotions, intentions, comportements, à des animaux, des objets ou bien des phénomènes non humains. Évidemment, si vous m'enfermez dans une pièce de 9 mètres carrés, à un moment, je vais peut-être péter les plombs et vouloir en sortir. Alors oui, si je suis né dans ces 9 mètres carrés, je vais peut-être mettre un peu plus de temps avant de vouloir en sortir, puisque je l'aurais considéré comme ma norme. Mais cette soif d'ailleurs me poussera hors de mon lieu de naissance tôt ou tard. Ainsi, voir autre chose permet de se stimuler. Et la stimulation, c'est vital pour beaucoup d'espèces, comme le chien ou d'autres animaux par exemple. Nous ne sommes pas faits pour vivre toute notre vie dans un environnement étroit et sans de véritables distractions. A l'inverse, certaines espèces, comme quelques serpents par exemple, ont besoin de vivre dans un milieu confiné pour limiter le stress. C'est la raison pour laquelle il n'est pas rare de voir des serpents vivre dans de petits terrariums en captivité. Et d'ailleurs, souvent, les personnes qui n'ont pas vraiment les connaissances adéquates vont tout de suite juger, à tort d'ailleurs, qu'il s'agit de maltraitance animale parce que le sujet n'a pas beaucoup d'espace pour s'épanouir. Encore une fois, ces individus raisonnent en tant qu'hommes et pratiquent l'anthropomorphisme. Alors d'autres me diront, oui mais dans la nature, il n'y a pas de limite. C'est vrai, les territoires sont tellement vastes que la notion de limite paraît inexistante. Mais vous savez, si nous respectons totalement les conditions naturelles, eh bien les espèces n'auraient aucun privilège à vivre à nos côtés. Soit à l'abri de la prédation, du stress, des périodes de disette et des maladies. Si nous prenons en compte tous les paramètres que l'on retrouve dans la nature,
eh bien l'animal vivra moins longtemps. C'est d'ailleurs la raison selon laquelle en captivité, la longévité est supérieure et l'animal est moins stressé également, notamment moins agressif si on opte pour une méthode d'alimentation différente que celle issue de son milieu d'origine, autrement dit à l'état sauvage. Donc à toutes celles et ceux qui nous disent « les animaux, je préfère les voir dans la nature ». Personnellement, j'apprécie la présence d'animaux dans la nature. Mais j'apprécie également qu'ils soient présents en captivité, afin de partager notre confort de vie avec d'autres espèces, et par la même occasion, d'agrandir la diversité biologique des membres de notre famille. Il est évident que notre mode de vie doit être adapté. Nous vivons d'une certaine manière, tout comme notre chien, en partageant parfois des espaces comme le canapé, voire le lit, pour certains d'entre nous. Il arrive aussi que nous partagions notre alimentation avec eux, bien que cela doive rester exceptionnel, car la nourriture humaine n'est pas toujours adaptée aux besoins des chiens. Est-ce pour autant que nous allons faire autant de choses avec nos serpents ou d'autres espèces? Eh bien non. Ça dépend encore une fois des impératifs biologiques. Vous n'allez pas avoir les mêmes rapports avec un chien qu'avec un serpent. Pour autant, les deux méritent le même respect et un serpent peut très bien être épanoui en captivité.